Autour de la table, Édouard Kuckerman, Ronald Hatto, Samantha de Bendern, Mona Jaffarian, le colonel Jean-Luc Lefebvre. Si on va tout de suite travailler une question centrale, déterminante, à mon avis, une des plus importantes dans ce qui est en train de se passer aujourd'hui au Proche-Orient. Est-ce que le vrai but de guerre d'Israël aujourd'hui n'est pas tout simplement de mettre un terme rapide au régime des Mollahs instauré en 1979 ? Mesdames, Messieurs, la question est très simple. Édouard Kuckerman, juste une chose, si vous avez des informations sur l'opération que continue de mener en ce moment même sur le sol iranien l'armée de l'air israélienne, dites-le nous. Vous avez des informations en ce moment Il y a des vagues qui vont continuer. On en est à la 6e vague à l'heure actuelle et on continuera d'agir pour cibler. Là, en ce moment, j'entends que c'est des missiles qui sont tirés sur des rampes qui servent de lancement de missiles par Téhéran. C'est une des priorités, mais aujourd'hui, maintenant que le terrain est libre, on peut agir pour viser également toutes les infrastructures militaires. Ça veut dire quoi, le terrain est libre C'est-à-dire qu'il n'y a aujourd'hui aucune menace anti-aérienne pour les avions israéliens afin qu'ils agissent sur le terrain. Donc les avions de chasse israéliens peuvent survoler en ce moment et frapper l'Iran. Il n'y a pas de menace antiaérienne pour eux. Tout à fait. Et les forces aériennes iraniennes n'ont pas la capacité d'agir contre les forces. Je peux le dire autrement ? Oui, allez-y. Les Israéliens, l'aviation israélienne a la capacité de faire au-dessus de l'Iran ce que l'aviation russe ne peut pas faire au-dessus de l'Ukraine. D'accord. Très bien. Voilà. Compris. Juste une chose, Samantha de Bendern, très important. Je sais que nos confrères de la BBC disent en ce moment, vous allez nous expliquer ça, disent en ce moment que aujourd'hui, l'Iran pourrait frapper des bases françaises, britanniques et américaines dans la région. Qu'est-ce qu'ils font de leur... La BBC cite l'agence de presse étatique iranienne Fars en disant que cette citation est qu'une source haut placée anonyme près du gouvernement iranien menace de frapper des bases militaires ou des navires français, britanniques et américains si les frappes sur Téhéran continuent, parce que ces trois pays seraient en train d'aider Israël dans sa défense antimissile israélienne. Je suis allée voir, moi, directement sur le site de Fars, qui est un site en anglais, je vous rassure, je ne lis pas le persan, et je ne vois que la mention de cibles américaines. Donc pour le moment, on va rester très prudent. La BBC, normalement, est... Voilà. Mona En fait, ce que dit exactement le régime, c'est que quiconque aiderait, notamment les Américains, Israël, dans cette guerre contre la République islamique, serait immédiatement pris pour cible au Proche et au Moyen-Orient. Donc en fait, c'est les Américains qui sont visés, mais de manière générale, et je pense qu'ils ne s'adressent pas spécialement aux Français et aux Anglais, mais plus aux pays arabes, notamment par exemple la Jordanie ou l'Arabie Saoudite, qui aident quand même à intercepter les missiles et les drones iraniens. Donc c'est une menace généralisée, mais notamment portée contre les États-Unis. Petite remarque concernant la Jordanie, l'espace aérien souverain jordanien est traversé par les drones et les éventuels missiles de croisière qui visent Israël. Donc la Jordanie a tout à fait l'autorisation de détruire ces objets-là. Ça n'est pas forcément aider Israël, c'est défendre la souveraineté de son espace aérien qui ne doit pas être traversé par des aéronefs étrangers. Bon, les amis, maintenant on ne va pas se défiler. Le vrai débat que je souhaiterais que nous ayons maintenant est le suivant. Est-ce qu'aujourd'hui, là, en ce moment même, le véritable but de guerre, ou l'autre but de guerre des Israéliens, c'est de mettre un terme à ce régime des Mollahs instauré en Iran en 1979 ? Est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'on voit que ça dépasse largement le cadre des infrastructures nucléaires. On sent quand même qu'il y a un projet qui va plus loin que les infrastructures nucléaires. 79 à l'envers. Ouais, 79 à l'envers. Fomenter des troubles qui pourraient faire soulever la rue iranienne. Quelle est votre opinion là-dessus ? Moi, je pense que c'est probablement même si
L'ambassadeur israélien hier soir, M. Zarka, disait que c'était pas le but. Israël ne faisait pas ça de changement de régime dans la région. Ça ressemble un tout petit peu à ça quand même. Le fait d'éliminer des têtes pensantes de différents organismes qui sont très proches du pouvoir, je pense que c'est, pardonnez-moi, probablement un des buts justement d'Israël, en tout cas peut-être pas de changer le régime, mais d'aider les Israéliens à le faire eux-mêmes. Ça, c'est votre avis. Samantha, le vôtre. Je trouve que le nom de l'opération Rising Lion, qui donc, et je parle sous votre contrôle, Mona, mais qui fait référence au lion, donc le symbole du peuple persan, qui était aussi le symbole de l'Iran d'avant la Révolution, pour moi, ça dit tout. Et puis Netanyahou... Alors, attendez, le nom de l'opération, c'est Rising Lion. Rising Lion, donc le lion qui se lève, lion debout. Et puis Netanyahou, c'est quand même... Le lion, c'est l'Iran, c'est le peuple iranien. Alors, je parle sous contrôle de Mona. Mona va peut-être expliquer le symbolisme, mais Netanyahou fait appel au peuple iranien, quand même, dit, nous, libérez-vous. Enfin, franchement, si moi, ce but ça de me guerre... semble comme un but de guerre. Si ce but de guerre était atteint, bon, ça semble très complexe, mais si ce but de guerre était atteint, ça réglerait une partie des problèmes d'Israël et ça enlèverait un poids sur les Israéliens. Ça réglerait quasiment tous les problèmes d'Israël, puisque la principale menace existentielle aujourd'hui d'Israël, c'est la République islamique d'Iran. Alors moi, je pense profondément que Israël sait que la meilleure arme contre la République islamique, c'est le peuple iranien. Ils ont une connaissance parfaite d'ailleurs de la population iranienne, de la manière dont les gens pensent, comment communiquer avec les Iraniens. Je pense qu'ils ont aussi assez de connaissances pour savoir que, justement, on parlait du patriotisme iranien, qu'il faut que cette révolution et cette chute du régime se fassent de l'intérieur, des mains des Iraniens, sans ingérence étrangère, parce que c'est un peuple qui est traumatisé par les ingérences étrangères de 79 qui ont amené Khomeini et qui ne laissera pas faire une deuxième fois. Donc c'est pour ça, effectivement, que je pense qu'ils sont en train de mettre le régime à genoux. Quand vous parlez des ingérences étrangères de 1979 qui ont amené Khomeini, vous parlez des Français ? Des Français, des Anglais, des Américains, enfin tout le monde a encore l'image de cet avion Air France avec Khomeini qui descend, la CIA, enfin voilà, on ne va pas revenir sur toute l'histoire. Je rappelle parce que tout à l'heure nous en avons parlé, mais certains téléspectateurs de LCI qui viennent de nous rejoindre n'étaient peut-être pas là il y a une heure lorsque nous en parlions, Mona. Je rappelle que le principal obstacle, écueil de tout cela, c'est l'âme patriotique des Iraniens qui, pour certains, aiment Israël, n'aiment pas du tout les mollahs, mais qui, sous les bombes israéliennes, pourraient se resserrer les uns les autres, faire, comment vous avez appelé ça déjà tout à l'heure ? Le ralliement au drapeau. Le ralliement au drapeau, en anglais c'est ? Rally round the flag. Rally round the flag, oui. Il ne faudrait pas qu'il y ait un rally round the flag. Justement, se rallier au drapeau. Mais quel drapeau aujourd'hui est considéré comme un drapeau par les Iraniens ? Le peuple iranien. Avec le lion le régime, la première chose qu'a fait le régime en prenant le pouvoir, c'est d'essayer de détruire l'iranité des Iraniens. Donc ils ont complètement détruit notre drapeau pour mettre à la place du lion et du soleil, qui sont les emblèmes pré-islamiques de la Perse. Donc c'est pour ça que ce Rising Lion, cette émergence des lions, c'est aussi un clin d'œil. D'ailleurs, l'armée israélienne avait mis sur son compte officiel en persan la photo de le nom de l'opération avec le lion, et ils avaient rajouté un soleil derrière comme clin d'œil aux Iraniens. Donc oui, je pense que c'est le patriotisme des Iraniens qui viendra à bout du régime de la République islamique, mais qu'il faut être prudent sur la manière dont sont menées les frappes pour éviter d'éveiller toute hostilité du peuple à l'égard d'Israël. Mon colonel, vous allez avoir la parole dans une seconde, mais je voudrais vous faire écouter Benyamin Netanyahou et regarder avec quel luxe de précaution et quels termes choisis il s'adresse non pas au régime des mollahs, mais au peuple iranien. Ce soir, je souhaite m'adresser à vous, le noble peuple iranien. En atteignant nos objectifs, nous vous ouvrons également la voie pour que vous puissiez atteindre votre objectif, à savoir la liberté. Il y en a plus à venir. Le régime ne sait pas ce qui l'a frappé. Il ne sait pas ce qui va le frapper. Notre combat est contre notre ennemi commun, un régime meurtrier qui vous opprime et vous appauvrit. Courageux peuple d'Iran, votre lumière vaincra les ténèbres. Je suis avec vous. Le peuple d'Israël est avec vous. Ne me dites pas, Edward Kuckerman, ne me dites pas
que faire tomber le régime des Mollahs n'est pas aujourd'hui un but de guerre de Benjamin Netanyahou, quand même. Je pense qu'il a conscience que ça ne dépend pas d'Israël. On peut faire, je pense, comme on l'a fait avec le Hezbollah, cibler les leaders du Hezbollah, et après, c'était au peuple libanais de déterminer son avenir. On a vu également l'échec pendant la première guerre du Liban, où Israël a poussé la nomination de Bachir Gemayel à l'époque, et on a vu que ça menait à rien. On est dans une situation où, depuis 81, on cible jamais un leader qui a été élu par le peuple. Regardez tous les conflits, on cible des chefs militaires, mais on cible pas les leaders qui ont été élus par le peuple. Ça fait partie des leçons du passé. Mais on sait que le fait qu'il y a 80 à 90% de la population iranienne qui souhaite de se débarrasser de ce tyran, c'est quelque chose qui devrait être conduit par la population libanaise avec l'appui des Occidentaux. Je me permets juste un peu de légèreté. Khamenei n'a pas été élu par le peuple. Si j'avais l'information peut-être utile. Oui, mais enfin, c'est des fausses élections, mais c'est quand même orchestré par lui. Je suis d'accord, mais on ne peut pas appeler. Vous avez quelque chose à dire sur le système démocratique iranien, vous avez... Non, mais on est dans le cadre d'une théocratie. C'est-à-dire les mollahs tiennent leur pouvoir d'Allah. Alors moi, ce que je voudrais dire... c'est en utilisant mes compétences de stratégiste et en examinant le début de la campagne aérienne que mène Israël contre l'Iran. Ça me rappelle le début de la campagne aérienne de la Seconde Guerre du Golfe, quand les Américains avaient désigné le président irakien comme responsable des attentats du 11 septembre, etc., et qu'ils avaient décidé de faire chuter ce régime. Ouais. C'était une campagne aérienne qui allait précéder une invasion. Mais l'invasion, je dirais, par les chars américains et les alliés, c'était une promenade de santé. Mais la campagne aérienne, c'est les prémices d'une guerre complète. C'est-à-dire, et l'aviation israélienne l'a très bien faite, on commence par détruire tous les systèmes de défense aérienne pour avoir la liberté dans le ciel. Ensuite, on identifie les bases de lancement de missiles et on détruit les sites de missiles, ce qui réduit la riposte possible, la menace vers Israël. Et puis après, on a tout son temps, tout loisir pour cibler les cibles militaires ou les cibles politiques. C'est très différent quand même. C'était du carpet bombing à l'époque qui a été initié par les Américains. Vous dites du carpet bombing, oui. C'est ce qu'avait fait... Tapis de bombe. C'est ce qu'avaient fait à l'époque les Américains. Là, on a une approche très différente. On a des cibles bien précises. On a éliminé quand même 20 leaders de manière très précise. On n'a pas du tout la même approche. C'est d'ailleurs ce qui est passé contre le Hezbollah. Aujourd'hui, parlons-en. Un communiqué pendant l'émission d'Israël nous disait que 20 officiers supérieurs, essentiellement des gardiens de la Révolution, ont été éliminés dans cette opération. Le chiffre était de 9 ce matin, officiers supérieurs. On est à 20. Ça veut dire que gardiens de la Révolution, on touche à des cibles politiques, entre guillemets, on touche au cœur de l'idéologie islamiste. C'est principalement des cibles militaires ou des scientifiques qui ont développé le programme militaire ou des acteurs qui jouent sur le financement de cette opération, de cette infrastructure nucléaire. Donc il y a quand même des cibles qui sont... on a quand même des cibles principalement militaires et on attaque également des infrastructures nucléaires. On ne va pas attaquer aujourd'hui la population civile. Il y a une expression malheureuse du ministre de la Défense qui parle de menacer Téhéran, mais en fait, c'est, à mon avis, sans l'aval de Netanyahou. On a bien compris que c'était une erreur. N'ayant aucune expérience ni militaire, ni de communication. Est-ce que sur ce registre, Netanyahou peut avoir le soutien providentiel de certains États arabes ou de sunnites qui se satisferaient très bien de la disparition des mollahs. Il y a beaucoup de pays dans le Proche-Orient
qui ne peuvent pas empaqueter les Iraniens, et qui se satisferaient très bien d'une fin des régimes des mollahs. Bah oui, il y a eu des condamnations un petit peu obligatoires, par exemple de la part des Saoudiens, mais on n'a eu aucune condamnation vraiment extrêmement colérique de qui que ce soit de cette opération, parce que je crois que ça arrangerait beaucoup de gens que ce régime tombe. Donc même les pays qui devraient qui sont les ennemis? Qui sont les ennemis des Iraniens, là, localement? Les Saoudiens, les Turcs. Les Turcs. Alors, Erdogan est un de ceux qui a eu la réaction la plus forte. Oui, mais c'est un hypocrite parce que les Turcs et les Iraniens sont en rivalité historique depuis des siècles. Mais même les Russes ont fait un espèce de semblant on n'est pas très contents. Ce que je regrette, c'est que la France ne réagit pas parce que quand même, il ne faut pas oublier que l'Iran a financé le Hezbollah. Le Hezbollah, quand même, a dirigé des attentats contre la France, contre des soldats français, et que l'Occident ne réagit pas de manière générale. On est en Israël les seuls à faire un travail qui, en fait, sert tout le monde, parce que s'il y a parler de dissuasion, mais si l'Iran a une arme nucléaire, c'est pas seulement Israël qui est menacé. Ça peut être l'Occident et ça peut être les pays... Non, mais le président Macron, il a quand même soutenu... Est-ce que vous, la franco-iranienne, je le redis, fille d'une famille qui a fui 79, la révolution des mollahs, est-ce que vous percevez, comme beaucoup d'ailleurs, Israël comme une espèce de fer de lance occidental qui fait le boulot que les Européens devraient faire, que les Occidentaux devraient faire, que les Américains, très prudents ces derniers jours, que devraient faire. Voilà, vous qui combattez le régime des mollahs, vous pensez cela ? Oui, tout à fait. Et je vais vous donner des exemples très clairs. C'est que, étant sur le terrain depuis maintenant 3 ans pour essayer d'obtenir de vraies condamnations et pas juste des mots contre le régime de la République islamique, bien, c'est vrai que quand j'entends le président dire à la télé il fallait régler les choses de manière diplomatique, il faut privilégier la diplomatie, bien évidemment que tout le monde aimerait pouvoir privilégier toujours la diplomatie, mais quelle diplomatie? Parce que la réalité des faits, c'est que là, si on prend juste le dossier nucléaire, l'AIEA a alerté de nombreuses fois, a tiré la sonnette d'alarme, et on a quand même les snapbacks à disposition qui sont quand même un mécanisme qu'on aurait pu déclencher à l'ONU pour mettre de grosses sanctions sur le régime. D'ailleurs, le régime craignait beaucoup ces sanctions. On ne l'a pas fait. On avait la possibilité de classer les gardiens de la Révolution comme organisation terroriste au sein de l'UE. Joseph Borrell s'y est systématiquement opposé. Les pays européens ont dit non systématiquement, même pour faire passer une résolution à l'Assemblée nationale. Ça a été la croix et la bannière. Donc en fait, il y a toujours une volonté d'apaisement. Et pareil, on reproche aujourd'hui à Trump finalement d'avoir été en échec. Mais c'est aussi les résultats de la politique Biden juste avant. Parce que nous, en tant qu'activistes, on voyait 10 milliards par 10 milliards être débloqués à la République islamique en échange d'un pseudo-apaisement, alors qu'Israël était attaqué de 7 fronts différents à ce moment-là. 6 milliards donnés pour récupérer 5 otages, puis on les a laissés augmenter de plus de 80% leur vente de pétrole de manière illégale. Donc si vous voulez, ça a été open bar pour la République islamique pendant des années, et puis d'un coup, tout le monde est là en train de se dire « Oh bah mince, ils ont bientôt la bombe nucléaire, oh bah mince, ils ont financé le 7 octobre ». Donc cette naïveté occidentale qui a du mal à comprendre l'ADN même d'un régime terroriste, ça devient un peu lassant. Eh bien, merci pour cette transition magnifique, Mona, car dans un instant, on va se poser cette question. Faut-il maintenant craindre la bombe nucléaire iranienne? Où en sont-ils vraiment? Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, a dit c'est pour dans les mois qui viennent. Netanyahou dit que la bombe atomique iranienne sera prête probablement avant la fin de l'année. Faut-il le croire? Que faut-il en penser? On va répondre à cette question à tout de suite.